Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, on y est. Ça y est, après tant de jours et de semaines d'attente, d'excitation, de stress, on y est. Semaine de Ligue des Champions, semaine de PSG-Barça ce mercredi, semaine de choc. Et c'est le choc des quarts de finale, je ne veux rien savoir. Je sais très bien qu'il y a un Real Madrid, Manchester City, à côté mardi en l'occurrence, et que les derniers matchs, ça a été un spectacle en termes de niveau footballistique. On a vu en 2022 et 2023 des matchs incroyables en termes d'engouement. Avant la rencontre, un PSG-Barcelone, tout le monde l'attend. On veut avoir cette espèce de clash. Tous les yeux seront rivés sur ce match-là. Dans le sens où, de ce match-là, il y aura un vainqueur. Et le vainqueur sera le grand gagnant de la partie du tableau où il y a l'Atlético Madrid et Dortmund. Parce que tu peux aller en finale. En tout cas, tu as de grandes chances d'aller en finale. Et le vaincu, malheureusement, ce sera une énorme déception pour lui, que ce soit le PSG ou le Barça, pour plein de raisons. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il y en a plein. Ce match-là, je pourrais faire une vidéo de 1 heure tellement il y a des choses à dire. Tout ce que je sais, c'est que le match de mercredi, ce sera un match historique. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le match aller, en plus au Parc des Princes, ce sera un match historique. Vous connaissez maintenant, je pense, l'effet papillon qui dit que s'il se passe une chose ou l'inverse, la suite des événements, le monde change ensuite. Là, j'ai envie de dire que si jamais le PSG gagne, on pourrait avoir une phase du football qui sera différente. Et si le Barça gagne, aussi. Donc les conséquences de la qualification d'un des deux clubs pourraient être forcément immenses sur la suite du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si jamais le PSG va en finale et gagne la LDC, le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec un PSG qui n'a jamais gagné la LDC, ce ne sera pas du tout la même chose, qu'un monde où le PSG gagne enfin est un vainqueur de LDC. Ce n'est pas du tout le même monde. Moi, personnellement, je vis très bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et inversement, pareil, si le Barça passe les quarts de finale, va en demi, puis ensuite en finale, et sur un match, tu sais jamais comment ça peut se passer, gagne la LDC, tu as envie de te dire que le Barça sera de nouveau un grand d'Europe, respecté par tout le monde, adulé. Et là, on n'est plus du tout dans le même monde que celui dans lequel on vit depuis maintenant 5, 6 ans, voire 7 ans. Rien à voir. Donc rendez-vous avec l'histoire dès mercredi. Tellement de signes, c'est PSG-Barça quand même les frères. 2017 ce qui s'est passé, 2021 avec Messi, 2021 avec Mbappé son triplé pour son plus grand match, j'ai envie de te dire, son plus grand match européen en Ligue des Champions. Luis Enrique, ancien du Barça qui affronte son pote Xavi. Et nous tous, supporters du Barça, je pense qu'on a tellement de sympathie envers Luis Enrique qu'on voulait éviter justement un scénario où on avait en face de nous un ancien du Barça. Malheureusement, ça arrive. Et l'effet papillon, c'est quoi? C'est justement en 2017, est-ce que si le Barça avait réussi à conserver Neymar, qu'est-ce qui se serait passé pour le foot en général? Si le Barça avait réussi à recruter Verratti, où en serait le Barça aujourd'hui? Si le Barça avait cédé Rakitic en 2018 au PSG comme le PSG le voulait à l'époque pour 90 millions d'euros avait proposé au Barça, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se serait passé en 2019 si justement le PSG avait cédé Neymar qui voulait revenir au Barça? Et plus récemment, évidemment, qu'est-ce qui se serait passé si jamais Messi n'avait jamais rejoint le PSG en 2021? Eh bien, là, mercredi, ce sera sportif, ce sera sur le terrain et pas en coulisses mercato. Ce sera justement qui sera vainqueur et quelle sera l'équipe qui pourra directement viser la finale de la Ligue des Champions, la finale. Celle que le Barça a ratée en 2019 de façon pitoyable. Alors, qui est favori? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Les bookmakers, les paris sportifs mettent le PSG légèrement en avance. Ça parle beaucoup de 50-50. Est-ce que c'est honnête ou pas? Et je vais le dire avec le maximum d'humilité possible, sans qu'on me taxe moi de pessimiste, de supporter qui voit toujours tout noir, même si c'est naturel, c'est juste comme ça, on est supporters. Et franchement, je vais être honnête, c'est l'un des matchs les plus compliqués à analyser. C'est l'un des matchs les plus même difficiles à prévoir juste par le scénario. Même si le PSG favori, c'est l'un des matchs les plus compliqués juste à anticiper. D'habitude, je sais un petit peu comment un match peut se dérouler, ce qui peut se passer si jamais le Barça mène au score, si le Barça ouvre le score tout dans le match ou si le Barça égalise ensuite. Le PSG, c'est un petit peu la même chose vu leur style de jeu assez lisible pour tout le monde. Mais là, honnêtement, si jamais le Barça ouvre le score, je ne sais pas du tout comment le PSG va réagir. Franchement, si ça avait été sur un match simple, 90 minutes, voire 95 minutes avec les arrêts de jeu, oui, sur un match, voilà, tu peux créer l'exploit aujourd'hui. Mais sur 2 matchs, sur 180 minutes, sans compter les arrêts de jeu,
Tu as une espèce de logique qui veut que les forces et les faiblesses des deux équipes font et créent un vainqueur et un qualifié qui est juste méritant et logique. J'ai envie de voir ça comme ça. Mais là, on parle du PSG et du Barça, avec des forces et des qualités côté PSG qui sont exactement sur les faiblesses du Barça. Une équipe qui joue vite en transition, des joueurs hyper rapides en 1 contre 1 qui sont assez bons, même très très bons comme Mbappé et Dembélé, une défense assez solide, potentiellement un 3-5-2 côté PSG qui est justement entre guillemets la kryptonite du 4-3-3 du Barça. Le 3-5-2 c'est pour ça, hein. C'est un système qui a été fait vraiment, qui a été bâti pour contrer, pour bloquer le 4-3-3 traditionnel du Barça qui a été copié par bon nombre d'équipes depuis 10-15 ans maintenant. Sans parler d'un coach, Luis Enrique, qui connaît le Barça comme sa poche en plus, qui connaît Xavi, qui prépare, qui couvre Kylian Mbappé depuis maintenant des semaines et des semaines. Il y a eu plein de polémiques pendant la presse, hein. Dans la presse, venant des médias français toxiques, polluants comme pas possible, hein. Et moi, je les regardais, je me disais, mais en fait, hein, vous ne comprenez pas comment justement la gestion de Luis Enrique, elle est parfaite avec Mbappé. La façon dont il le ménage, la façon dont il le pique, comment il le fait jouer, comment il lui donne envie de jouer à chaque fois, comment il lui donne envie de se préparer pour les grands matchs. C'est comme ça qu'on titille un joueur. Même Mbappé, je pense qu'il n'est pas au courant de comment il se fait manipuler positivement par Lucho. Même Mbappé, je ne sais pas s'il se rend compte de la façon dont Lucho le manage, dont Lucho le gère, c'est justement pour lui, pour lui donner de la motivation pour être prêt pour ce rendez-vous de mercredi. Kylian Mbappé, Lotin, Joseph Désiré, Mobutu Sese Seko, il sera au rendez-vous, il sera motivé, vous allez voir là. On a fait une équipe pour lui, on a injecté Messi, Neymar. Maintenant, il a plein pouvoir, comme un boss, hein, comme un boss sur le terrain, c'est lui le boss, même s'il a au-dessus de lui Luis Enrique. C'est juste, hein, Luis Enrique, c'est le coach parfait pour justement faire en sorte que sur le terrain, même si tu t'appelles Mbappé, eh ben, je reste le boss. Donc en gros, il prend pas la grosse tête grâce à un mec comme Luis Enrique. Le coach parfait pour le cadrer, c'est ce que je veux dire. Et là, il sera motivé forcément. Il veut gagner enfin sa première Ligue des Champions à 25 ans avant de partir au Real Madrid. Imagine le flex. Imagine le flex si jamais Mbappé arrive à porter le PSG jusqu'à la finale, voire la victoire en Ligue des Champions, après que le club ait viré justement les stars Neymar, Messi, Verratti. Si en gros on a fait une équipe autour de lui, mais avec lui comme seul joueur phare, et que le mec arrive à gagner la C1 sans Messi, sans Neymar, ce serait envoyer un message à Messi et Neymar en mode « Les mecs, j'ai réussi à la gagner sans vous », alors que tout le monde disait que c'était une erreur de vous lâcher. Imagine le flex. Parce que le mec arriverait à Madrid avec une confiance en plus, sans parler des dommages collatéraux sur l'héritage de Messi au PSG, de Neymar, etc. Waouh, j'ai pas envie de voir ça les amis. Sachant qu'il sait en plus Mbappé qu'il est en retard par rapport à ses ambitions en carrière. On sait qu'il veut écrire son histoire, marquer le football, gagner le maximum de trophées, de ballons d'or, de LDC, etc. Les comparaisons avec CR7 qui est arrivé au Real Madrid avec une LDC et un ballon d'or déjà remporté. Là, Mbappé, s'il prend la LDC, le ballon d'or, ça devrait aussi arriver avec. Donc les parallèles, les comparaisons, les traces qu'il suit de l'idole qu'il avait quand il était plus jeune, tout ça, c'est des choses qui motivent un joueur. Ça motive, d'autant plus que le PSG a enfin une partie du tableau qui est abordable, contrairement à ce qu'ils avaient depuis 2-3 ans. 2020-2021, ils ont dû battre ou éliminer le Bayern Munich. En 2022, ça a été du coup le Real Madrid, puis ensuite City l'année dernière. Ben là, c'est justement la Classico ou Dortmund. Ensuite, en demi-finale, si jamais tu passes le Barça. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Bah, c'est pas la même histoire parce que tu peux aller en finale sans réaliser un exploit, j'ai envie de dire. Là, PSG-Barça, lequel des deux clubs ferait, entre guillemets, plus un exploit s'il battait l'autre? C'est un match qui est totalement imprévisible, hein. Je pense que vous, comme moi, à chaque fois qu'il y a un match du Barça, un gros choc en Ligue des Champions, Classico et tout, on essaie d'analyser et de deviner comment pourrait être le match, le déroulement du match, les scénarios possibles si jamais le Barça commence bien la rencontre, ouvre le score ou est mené au score. Sauf que là, sur 90 minutes, c'est une chose. Mais sur 180 minutes, bah, tu le sais en fait que le Barça va se procurer des occasions, fera du jeu et va sûrement se procurer des occasions, des grosses occasions, même au Parc des Princes. Le Barça qui est très à l'aise à l'extérieur, tu le sais tout ça. Que malheureusement, on va sans doute aussi souffrir d'un manque de réalisme et d'efficacité. C'est pas là, pour un quart de finale de Ligue des Champions, que tu vas justement, comme par magie, résoudre ce manque de finition, ce manque d'efficacité, de réalisme que le Barça, malheureusement,
a depuis maintenant des mois et des mois, alors qu'on se procure, je pense, plus d'occasions que n'importe quel club en Europe. C'est pas justement comme par magie, alors que l'enjeu est colossal, que la pression est colossale aussi, que comme par magie, le Barça et les joueurs du Barça justement vont réussir à élever un petit peu plus leur niveau par rapport à ce qu'ils font du coup en Liga, pour être encore plus tueurs devant le but. Ça va forcément être le nerf de la guerre. Vraiment, ça va être la question, le débat qu'on va poser. Est-ce que des mecs comme Lewandowski vont enfin prendre les devants dans les grands rendez-vous? Est-ce qu'on peut voir un Barça qui justement arrive à marquer sur sa première ou deuxième occasion du match et même à 1-0? Est-ce que le Barça ensuite est capable de mettre le 2-0 ensuite sur la deuxième ou troisième occasion qu'il aura? Contrairement à ce qui s'est passé par exemple face à Naples. C'est ça un club justement en Ligue des Champions qui se transcende. Dans le jeu, on l'a vu ce Barça là. Et ça, je suis pas inquiet. Je sais que le Barça est capable d'élever le niveau de jeu comme ils l'ont fait face à Naples. Ça, on l'a vu, ça m'a tellement rassuré les amis de voir un Barça qui jouait justement en mode Ligue des Champions avec des joueurs en plus sur le terrain qui étaient justement appliqués, concentrés, libérés aussi, des jeunes joueurs qui ont pris le pouvoir et le lead qui se sont révélés. Bref, des joueurs hyper motivés. Ça m'a rassuré de les voir contre Naples. Là, ce sera face au PSG, au Parc des Princes, avec la pression, les supporters adverses qui seront hyper bruyants, qui seront du coup hyper hostiles aussi, mais j'ai envie de dire qu'il faut se nourrir de ça en fait, il faut se nourrir de ça, parce que la pression pour le match aller sera côté PSG un peu plus que côté Barça, ce qui sera un petit peu différent au retour. Sur 180 minutes, il peut se passer plein de choses. Un carton rouge, un penalty, une exclusion. Le Barça, je crois, a 6 ou 7 suspendus, j'ai vu. Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Christensen, Roberto, Félix, Ferran Torres. Tous les joueurs, il y en a 7, du coup, 7 joueurs sous la menace d'un carton, du coup, d'une suspension pour le match retour. Et j'ai envie de dire que les 7 joueurs qu'il y a là, à part peut-être Ferran Torres, c'est quand même important parce que même Lamine Yamal, on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, Lamine Yamal, c'est un joueur offensif et tout. Mais j'ai envie de dire que là, c'est le PSG, donc en face, il y aura Mbappé. Il en a parlé en plus il y a 3 jours de ça, je crois, en disant qu'il allait aider aussi Koundé défensivement. Donc je pense qu'il sera amené à faire des replis défensifs, à faire des duels et des efforts défensifs, à peut-être aussi casser les actions une fois ou deux. Et dans ce cas-là, un carton jaune serait hyper envisageable. Frenkie de Jong à ces postes-là, un Christensen comme numéro 6 forcément. Et pareil pour Sergio Roberto. João Félix, je pense que ce sera aussi une des clés parce que lui, chacune de ses entrées pourrait faire du mal au PSG quand le Barça aussi aura besoin d'avoir du réalisme et de l'efficacité devant les buts. Il faut des grands joueurs qui ont l'habitude de jouer ces matchs-là. Et un mec comme Félix, quand il va entrer en jeu mercredi, et ben son rôle, pas le choix, ce sera faire des différences. Xavi va le faire entrer en lui disant « Crée-moi quelque chose, fais-moi une différence ». Donc un joueur comme ça, si tu l'as au match aller et qui se prend un jaune, pour le match retour, ça pourrait être très problématique. Que dire évidemment de Ronald Araujo, Christensen c'est pareil, mais ces mecs-là qui vont être au marquage de Mbappé, si jamais ils prennent un jaune, bah c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que vraiment, c'est hyper imprévisible. Même si tu fais un match plein à l'aller au Parc des Princes, on dit, je sais pas, moi par exemple 1-2 ou 3-0. Si jamais Araujo se mange un jaune, et ben le match retour, même si tu gagnes 2-0 à l'aller, et ben sans Araujo, c'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire. Donc vraiment très compliqué à pronostiquer sur 180 minutes. Est-ce que vous voyez par exemple sur 180 minutes, Mbappé ne pas avoir 2 ou 3 situations de contre hyper favorables? C'est juste improbable. Mbappé ou un autre, ils auront des situations comme ils aiment en avoir en contre, en 1 contre 1 avec de l'espace et tout. Ça, il faut l'accepter. Mais de se dire aussi que malgré tout ça, le Barça doit aussi procurer du jeu, avoir des occasions et marquer autant de buts, voire plus de buts, que c'est vraiment ça qui va être important. C'est réussir, malgré les buts encaissés, malgré les occasions concédées, de réussir à marquer plus que le PSG. C'est un match offensif. Le PSG a des forces, le Barça a des faiblesses aussi, il faut l'accepter. Mais inversement aussi, on a de quoi justement créer des occasions. Il faudra marquer plus de buts. C'est ça le football, marquer un but de plus que l'adversaire. Et pour ça, idéalement, il faut marquer avant le PSG pour les obliger à réagir, être réaliste à 0-0 au début du match ou à 1-0 pour le Barça pour réussir à marquer le but du 2-0 ou même à 0-1 quand tu dois réagir. Il faudra être hyper offensif, réaliste, ce que vous voulez, tueur, le sang-froid, la Ligue des Champions, les détails. On n'est pas en Liga,
tout simplement. Si malheureusement tu dois te passer d'un mec comme Christensen qui est numéro 6, ont souvent amené à prendre les jaunes au match retour, ce n'est pas la même histoire non plus. Le Barça n'a pas de numéro 6 de métier en puissance dans l'effectif, donc tu dois un petit peu drafistoler, changer tes plans, bricoler ou faire jouer un mec comme Oriol Romeu lors du match retour, ce que je ne crois pas aujourd'hui que Xavi fera. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ce match de mercredi, il est inévitablement hyper imprévisible. Et la qualification du Barça résidera dans la faculté du Barça justement à rendre ce match du coup hyper contrôlé, maîtrisé et prévisible, ce qui est un exploit en soi. Rappelez-vous de ce que Xavi disait quand il a parlé un petit peu du Classico, je crois que c'était dans le documentaire d'Amazon Prime, où il disait que le rythme du match et des matchs face à une équipe qui te contre comme ça, comme le PSG et comme le Real aussi, bah, ça dépend justement de la faculté du Barça à calmer la rencontre, à maîtriser le rythme du match, à rendre toutes les actions hyper prévisibles. Si jamais le rythme du match est complètement fou avec un ballon qui va d'un but à l'autre, ça convient parfaitement au PSG, encore plus à domicile, hein. Mais j'ai envie de dire que malgré ça, malgré le fait que si jamais, oui, le Barça maîtrise la rencontre, fait baisser le rythme, eh ben, il y aura quand même du danger côté Barça à chaque moment de la rencontre. Un seul contre, une seule action, on l'a vu récemment, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, avec une ou deux passes, ils arrivent à gagner 50, 60, 70 mètres, avec Mbappé qui prend la profondeur, avec Ousmane Dembélé qui fait des différences balle au pied, avec ses dribbles, c'est juste incroyable. Et ça, même si tu fais le match parfait côté Barça, tu n'es jamais à l'abri de te prendre un contre qui change la dynamique d'un match, qui change évidemment le score. Je pense que là, aujourd'hui, hein, tactiquement, il y aura zéro surprise à ce qu'on va voir mercredi. On sait comment ça va se passer, on sait comment le Barça va jouer et comment le PSG a intérêt à jouer, à faire mal au Barça. Ça, on le sait, il n'y aura pas de grandes surprises. On pourrait avoir des petites surprises sur les joueurs mis en place par Luis Enrique ou par Xavi, même si je pense que Xavi, son équipe, on la connaît maintenant. Mais je pense qu'en termes de tactique, on aura zéro surprise sur la façon dont les équipes vont jouer. Ça, on le sait. Les clés du match et les hommes qui vont faire la rencontre et le score qui vont avoir un impact au niveau du score, bah, j'ai envie de te dire que c'est pas les milieux de terrain. Hein. Parce que honnêtement, avoir la mainmise et la maîtrise face à une équipe comme le PSG, ben à quoi ça sert? Ça sert à quoi d'avoir la maîtrise face à une équipe qui te transperce ta défense et toute ton équipe en une ou deux passes? Ben ça sert justement pour l'instant, avant tout, à ne pas rendre le match fou, à faire en sorte que les contres ne se multiplient pas trop et qu'au lieu d'avoir un match fou où tu te prends justement, on va dire 10 contres, avoir 15 contres par rencontre, et ben tu réduis ce nombre de contres là de transition rapide à 2 à 3 maximum par mi-temps, ce qui serait déjà un chiffre dans les standards qu'on voit actuellement du PSG et du Barça par match. C'est un petit peu ce que le Barça se mange à chaque match, 2 ou 3 contres par mi-temps, voire par match. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et à quoi va servir justement la bataille au milieu de terrain. Mais sinon, les vrais artisans des matchs et du résultat et du score et évidemment de la dynamique des équipes mercredi, ce sera évidemment dans les deux surfaces de réparation, les attaquants côté Barça et côté PSG et les défenses côté Barça et PSG. Alors, côté Barça, on en a parlé déjà, ce sera le test ultime. Il n'y a pas pire test, je pense, pour le Barça aujourd'hui. Il n'y a pas une équipe, à part le Real Madrid évidemment, qui a des qualités qui font autant mal au Barça sur le papier. J'ai envie de dire, hein, les contres, les joueurs hyper rapides et assez techniques, hein, quand même. Mbappé, c'est un joueur assez technique. Et côté Barça, bah, les deux latéraux, Koundé normalement et Cancelo, ne sont pas des grands spécialistes du duel. C'est des joueurs qui jouent assez bien en anticipation, surtout pour Koundé. Mais Koundé, Araujo, ce sera hyper important de faire des prises à deux. Ce sera un test pour Araujo. Ce sera un vrai test pour Araujo. Là, en duel avec Mbappé, ce sera, je pense, un des plus beaux duels du match. Hein, de loin pour moi. Koundé et Mbappé, j'ai envie de dire que oui. Mais déjà Koundé, on se rappelle de sa finale de Coupe du Monde face à Di Maria qui avait été un vrai ailier. Mais Mbappé, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément un ailier qui colle la ligne. Donc même si sur un côté gauche, moi ce que j'espère c'est des prises à deux avec Koundé et Araujo. Aussi Lamine Yamal qui va venir aider, qui va défendre sur le latéral gauche du PSG. Vu comment Mbappé aime plutôt rentrer dans l'axe, je pense qu'on aura plus de duels Araujo et Mbappé, même si j'aimerais avoir des duels avec Araujo et Koundé sur Mbappé, les deux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le podcast de Rio Ferdinand, je crois que c'était il y a une semaine, c'était un pur régal. Il interviewait Kyle Walker,
de City, et Kyle Walker parlait de son duel avec Mbappé justement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, et il disait que Mbappé, ce qu'il faisait très bien, c'est justement dans ses crochets, ses conduites de balle, courir, accélérer, s'arrêter, repartir, et c'est là qu'un défenseur, du coup, s'il laisse un petit peu trop d'espace à Mbappé, si vous le laissez s'arrêter et repartir, là justement, vous êtes mort tout de suite. Et même pour Koubarsi, Koubarsi on l'oublie, mais là ce sera le test ultime pour sa carrière. J'ai envie de te dire que s'il fait un gros match, ça peut lancer une carrière vraiment entièrement. Après son match déjà qu'il a fait référence face à Naples où il prend le trophée du MVP du match, là face à Mbappé c'est le test ultime. C'est là qu'on pourrait voir justement s'il a vraiment des défauts ou pas, comme je disais, comme je dis tout le temps. Un joueur, quand tu le connais, quand tu le découvres, tu vois avant tout ses qualités, un bon joueur. Et ensuite, quand l'adversité commence à être vraiment très forte, là, tu vois un petit peu là où il pourrait progresser, et là aussi où il a des défauts. Et là, Koubarsi, opposé à Mbappé, Ousmane Dembélé, et même peu importe Asensio ou Gonzalo Ramos, là, on aura nos réponses sur le joueur définitif ou presque pour l'instant à 17 piges. Mais évidemment, Mbappé, ce n'est pas du tout le seul danger côté PSG. Il y a Ousmane Dembélé qui, je pense, aura à cœur de montrer que non seulement il est content d'être parti du Barça, qu'il n'est plus blessé au Barça comme par magie, comme par hasard, j'ai envie de dire. Mon côté pessimisme me dit que malgré le fait qu'il n'ait marqué qu'un seul but et que sa finition est encore une fois moquée, raillée, on a vu des actions face à Marseille par exemple, ou récemment aussi face à Clermont, le mec te dribble 2-3 joueurs, arrive devant la surface de réparation et frappe au-dessus. À chaque fois, c'est la même chose. Comme par hasard, mon pessimisme me dit que face au Barça, ce ne sera pas la même histoire. Parce que oui, pas dans tous les cas, mais ça peut aider un joueur d'affronter des joueurs qu'il connaît. Ça le déstresse, ça lui donne cette petite dose de calme nécessaire dont tu as besoin dans les derniers mètres. Pour les grands joueurs, c'est ça qui lui manque à Dembélé. C'est pas la finition. Frapper, cadrer, ça, il sait le faire. Mais la petite dose de calme des grands joueurs, que les grands joueurs ont, qui est nécessaire juste après avoir dribblé une défense et avant de frapper, c'est ce petit temps, vous savez, j'en ai parlé en plus avec Claude Puel dans ma vidéo, l'interview là, et il me disait justement que Ben Arfa, il avait travaillé sur ça, à Nice quand il avait Ben Arfa comme joueur, le petit temps nécessaire qu'il faut pour un joueur comme Dembélé, cette petite pause qu'il faut. Justement, Dembélé, il l'a pas encore, mais voilà, mentalement, c'est quand tu affrontes une défense que tu connais, un club que tu connais, des joueurs que tu as affrontés à l'entraînement régulièrement, ça aide à être un peu moins tendu, on va dire. Et aussi, très important pour finir, pour tout ce qui se passe dans la défense et dans la surface de réparation du Barça côté défensif, il y aura un homme qui sera hyper important, c'est évidemment Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, on compte sur toi, d'accord? Là, aujourd'hui, à l'heure où je parle, je pense que l'ascendant psychologique, il est côté PSG. Et lui, malheureusement, a montré qu'il était pas forcément serein quand il affrontait des grands clubs en Ligue des Champions récemment. Donc là, avec un Mbappé qui a l'ascendant psychologique sur pas mal de gardiens, la Ter Stegen, il aura justement un rendez-vous à prendre avec ce qui s'est passé en plus en 2021, le triplé de Mbappé. L'ascendant psychologique va être hyper important avec un Mbappé en plus qui a développé maintenant sa frappe là. Ses frappes premier poteau incroyables qu'il fait de plus en plus maintenant, qui font tellement de mal aux gardiens. Ça, Ter Stegen, on lui a souvent reproché justement de ne pas assez couvrir son premier poteau. Ça, on le sait. Donc Ter Stegen, attention à tout ça. Donc, monsieur Araujo continue à bloquer le maximum de frappes, de contrer le maximum de frappes de Mbappé, de ne pas lui laisser de l'espace pour se lancer aussi, privilégier l'anticipation plutôt que la réaction face à un mec qui est aussi explosif que ça. Ce sera hyper important. Et même si tu fais tout ça, comme je disais, ce ne serait pas une surprise de voir que le PSG se procure des occasions sur les contres assassins dont ils sont capables de produire à partir de pas grand chose. Et plus tu seras mené au score, plus tu seras dominé et plus il y a de chances pour que le PSG soit à l'aise, s'installe en défense et attendre le maximum de contres pour faire mal au Barça. Du coup, comme je disais, l'important pour le Barça, ce sera du coup de mener au score, de mettre le PSG dans une situation où ils sont défavorables. Ça veut dire où ils sont dans l'obligation de créer du jeu pour remonter un avantage, où tu rends le match fermé au maximum possible. Si jamais le match est fermé, autant que possible, parce que ça reste le PSG et le Barça, ça avantage, je pense, le Barça, pour moi en tout cas. Et maintenant, de l'autre côté du terrain, côté défense du PSG et attaque du Barça, là, comme je disais, ça va être hyper important que les joueurs catalans
fasse preuve de créativité, d'inventivité, soit au rendez-vous mentalement. Ça, j'y crois parce que je vois l'insolence mêlée avec de l'expérience côté Lewandowski, avec l'insolence et la créativité côté Rafinha et aussi côté Lamine Yamal. Rafinha, ce sera hyper important dans le sens où on aura normalement Warren Zaïre-Emery qui sera latéral droit. Vu que Hakimi est suspendu, il faut absolument insister sur ce côté de gauche du Barça, Rafinha et Cancelo justement, réussir à les faire reculer au maximum pour les rendre inoffensifs complètement. Que ce soit Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery, là il y a un vrai couloir à faire mal au PSG. Là il y a vraiment un endroit, un secteur du jeu où tu peux leur faire du mal. C'est vraiment côté droit de la défense du PSG. Ça on le dit pas assez. Rappelez-vous de ce que Scaloni a fait en finale de Coupe du Monde avec le côté droit Koundé, Ousmane Dembélé de la défense de l'équipe de France justement. Tu avais Mehdi Maria, mais là aussi avec Cancelo et Rafinha, je pense qu'il y a largement de quoi faire mal à ce côté droit de la défense du PSG. Réussir à toucher au maximum Lamine Yamal qui est le joueur créatif par excellence. Aussi, ce sera hyper important. Là, on a vu Lamine Yamal, il a parlé récemment dans la presse. Il doit assumer aussi. J'ai envie de dire qu'à cet âge-là, c'est pas normal de faire 2 grands matchs. Si jamais il réussit à faire 2 grands matchs à l'aller et retour, 2 grands matchs de partie d'assaut, là, franchement, Lamine Yamal, là, pour moi, il postulera sérieusement pour le Ballon d'Or tout simplement cette saison. Mais en soi, ce ne serait pas forcément normal à 16 ans et 7 mois maintenant qu'il fasse 2 matchs incroyables. Le même raisonnement que j'avais fait tout à l'heure pour les 180 minutes où Mbappé aurait forcément des occasions. Là, je pense que sur 180 minutes, je pense qu'on aura un des 2 matchs où on aura un grand Lamine Yamal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et sur ce match-là, on devra en profiter pleinement. Ce sera hyper important. Après, si vraiment il réussit 2 matchs, là, donnez-lui tout de suite le numéro 10. Quand je disais justement que les défenses à 5, c'est compliqué pour les équipes qui jouent en 4-3-3 avec des vrais ailiers comme Lamine Yamal, parce qu'en général, le mec Lamine Yamal, quand il est face à un défenseur, il a le joueur qui joue à ce poste de central gauche là, qui vient à la rescousse pour justement, en soutien pour bloquer l'attaquant adverse. Ça c'est compliqué à gérer, mais je pense que Lamine Yamal, il sait aussi par la passe, par plein de choses, par les déplacements, comment faire du mal à l'adversaire. Est-ce que vous avez peur du PSG et est-ce que vous avez peur de Mbappé? J'ai envie de dire, faut-il avoir peur du PSG aujourd'hui? Bah non, on est confiant. Le Barça a eu 10 jours quand même pour se préparer. On en a parlé. Est-ce que ça va provoquer un manque de rythme? J'ai envie de dire que non. Le Barça en plus pourra se targuer de venir avec une équipe presque type, sans Baldé et Gavi certes, mais avec un Frenkie de Jong titulaire. Ça c'est important, mais je pense qu'il sera titulaire même s'il a 0 rythme. Parce que voilà, c'est une entorse, il est trop important tout simplement. C'est un joueur qui est assez jeune, 26-27 ans maintenant. Et puis voilà, il se récupère assez bien. Christensen de retour qui sera hyper important dans le cas justement où Luis Enrique décide de faire jouer Ousmane Dembélé à ce rôle de numéro 10, un petit peu hybride, j'ai envie de dire, à un poste d'électron libre. Justement, Christensen sera hyper important les frères. On n'en parle pas assez, mais ce poste-là, ce sera du coup un poste de numéro 6. Un Gundogan placé en numéro 10 et les entrants, les 2 entrants que j'attendrai énormément, Pedri et João Félix. Les 2 seront hyper importants. J'ai pas encore de nouvelles sur Pedri, sa présence ou pas pour l'instant, mais vraiment, j'espère qu'il pourra jouer juste un quart d'heure, 20 minutes. Les conséquences d'avoir Pedri disponible pour ce match aller au Parc des Princes, honnêtement, ça a une grosse importance que les gens un petit peu oublient la créativité qu'il apporte. Le mec qui change le rythme d'un match sur 180 minutes, comment vous voyez les choses. Sa conduite de balle dans les petits espaces. Il y a très peu de joueurs aussi forts que lui dans le monde entier. Si jamais le PSG mène au score en fin de match ou se contente d'un résultat, par exemple s'il y a un match nul, un partout ou 2 partout, alors que le PSG a mené 2-0 et que, je sais pas, il y a un rouge pour le PSG, quand tu fais entrer un joueur comme Pedri, alors que l'équipe adverse veut bétonner, c'est là que tu vois les grands joueurs des petits espaces, les Verratti, les Messi, les Iniesta, Xavi et Eden Hazard évidemment. Les joueurs de petits espaces, c'est les joueurs les plus forts techniquement dans ce monde-là, les joueurs différentiels, tout simplement. Donc, Monsieur Xavi, du coaching hyper important en cours de match, avant la rencontre, pendant la rencontre, tactiquement, les replacements tactiques, les petits ajustements aussi, c'est hyper important et faire entrer les bons joueurs. Ensuite, ceux qui sont fatigués, les faire sortir, ceux qui se seront beaucoup dépensés, qui se seront tués sur le terrain, qui auront mouillé le maillot, il faut les faire sortir aussi pour faire entrer ensuite des joueurs différentiels. Des Pedri, des João Félix, qui lui, je compte vraiment beaucoup sur lui aussi, même si on n'en parle pas trop, mais je pense que lui sera motivé pour ce match-là. Il en a parlé récemment
en disant que les matchs à enjeu, les grands matchs, et bah, c'est malheureusement indirectement les matchs où tu es le plus motivé. Bah, c'est le moment de le prouver. Hein. Si jamais tu es ridicule là face au PSG, bah, ta phrase elle passera très mal. Donc joueurs, coach, dirigeants, supporters, on est ensemble. On va aller justement à Paris, tous ensemble, j'espère, unis tous pour aller renverser. Et c'est une victoire de prestige qui nous attend, les frères. C'est un match où tu bats le PSG au Parc des Princes comme en 2015 à nos grandes heures. Oui, le Barça va mieux depuis que Xavi a dit qu'il partait. Oui, le Barça a bien enchaîné. Le Barça s'est qualifié enfin en quart de finale. Mais en vrai, si jamais tu te fais sortir là, bah finalement, l'euphorie redescendra très vite. Hein. La saison sera réussie seulement si le Barça va encore plus loin. Quart de finale, c'est le minimum syndical. À la fin, si tu bats le PSG, imagine l'impact psychologique sur les joueurs. Imagine l'impact sur le projet de Xavi et sur son parcours maintenant de ces 2 ans et demi au Barça. C'est une date qui pourrait être historique pour justement le Barça et la suite des événements. Là, on serait totalement guéri, je pense, presque en tout cas, de l'après-Messi, du départ de Messi depuis 2021, pour Laporta, pour les joueurs, pour Xavi, pour plein de personnes du club, et Lewandowski aussi, j'en parle pas trop, mais c'est aussi important pour lui, bah ça pourrait être un acte de naissance d'un nouveau Barça, tout simplement. En tout cas, rendez-vous demain. Bonjour à tous,